Grit and grind, you know, it's the grindhouse, so we got protected. Hello tout le monde, comment ça va? Salut Cam, t'es déjà là? Bien le bonsoir. On accueille Tom aussi a priori. Comment ça va Tom? Alors, en fait, il faut que Tom pense à cliquer sur le micro. À moins Ouais. qu'il veuille juste vous écouter, je ne sais point. Bien les gars, vous. Mute. Merci. Ah salut Tom, yes. Merci Tom. ma chopper. Toujours ce petit générique d'entrée, on remercie toujours son bon vieux HB qui nous a participé ce joli générique. On accueille aussi Lucas qui va pas tarder à nous rejoindre en place. Et donc tous ceux qui voudront nous rejoindre dans un second temps, on va d'abord commencer par parler un petit peu de cette saison qui est particulièrement folle là, depuis maintenant 15 jours, 3 semaines pour les Grizzlies. Et ensuite on procédera peut-être à quelques questions si vous êtes chaud. Est-ce que Lucas t'es avec nous? Bonsoir. Ah yes, let's go. Ok, donc du coup les gars, depuis environ 3 semaines maintenant, en fait, depuis la blessure de Ja Morant, on pensait que la saison allait être un petit peu compliquée, qu'on allait marquer le pas. En fin de compte, c'est totalement l'inverse. On est sur une série de 10 victoires, 11 matchs. Comment vous expliquez ça? Il faut clairement trader Ja Morant. Il empêche l'équipe de progresser. Aïe, aïe. Ah, qu'est-ce qu'on peut lire? Non, c'est cool. C'est une super dynamique. C'est une des meilleures de la NBA, mine de rien, globalement. Après, qu'est-ce qu'on peut retenir, en fait? La blague que j'ai dit juste avant, c'est, j'en pense pas un mot, attention. Mais espère. la blessure de Ja, non, pas du tout. On est des gens bien, on est des gens éduqués ici. Non, sérieusement. La blessure de Ja, en fait, elle a permis de responsabiliser tout le reste de l'effectif. Ce qui est dommage, en fait, c'est qu'au moment où Dillon Brooks est revenu, bah, c'est Ja qui se pète, même si c'est pas une grosse blessure. Ouais. De côté de ça, en fait, ça a libéré beaucoup de joueurs. Tu as notamment Desmond Bane, dont on parlera un peu plus après, je pense, qui a pris les jeux à son compte, on va dire, notamment. T'as tout l'effectif qui répond plaisant. Tu as une dizaine de joueurs qui sont très actifs et qui sont dans leur rôle, avec certains qui font des bons pics de forme. Tu as Kylian Tilly, normalement, qui a profité très récemment de très bonnes perfs et d'avoir un bon temps de jeu. Il est dans la rotation maintenant, Kylian, hein, c'est clair. Il a pris devant Dama, notamment. Hein. On l'embrasse très fort, notre génie de Cannes-sur-Mer. On espère qu'il quittera pas la rotation. Après, non, voilà, globalement, tout l'effectif répond présent, ça défend mieux. Bon, ça attaque moins bien, forcément. T'as un meneur, on va dessus. Ça défend mieux, c'est la différence. J'ai mis un tweet récemment, mais c'est incroyable le switch qu'il y a pu y avoir entre la période juste avant et juste après, justement. On était 30e défense, et sur cette séquence, maintenant, on est sur les 11 derniers matchs, on est meilleure défense de la ligue. Et c'est un des ratings les plus élevés de l'histoire. Donc c'est un switch complètement improbable. Bah, il y a plusieurs choses. Hein. Déjà, on le savait en première partie de saison, quand tu regardes bien sur les 20 premiers matchs, nos adversaires shootaient à 40% à 3 points. Et pire, ils shootaient à 50% dans les coins. Ouais, c'est ça. Donc du coup, la défense prenait littéralement l'eau et on était incapable de stopper les pénétrations, notamment parce que Ja Morant mourait à chaque fois sur les écrans au premier rideau et du coup, ça nous forçait à rentrer très tôt en rotation et les équipes arrivaient à trouver un bon tir. C'est-à-dire que le premier décalage se faisait dans les 3 premières secondes de la possession et que les adversaires en fin de possession arrivaient à trouver un très bon tir grand ouvert, quoi. Puisque après, tu rentres en rotation, il swing et finalement, le décalage est déjà fait. Et là, en fait, avec le retour de Dillon Brooks en défense sur le point of attack, donc on est beaucoup plus étanche et du coup beaucoup plus imperméable entre guillemets sur le premier rideau et les défenses ont plus de mal à pénétrer, à trouver des bonnes solutions. Et autre chose, c'est que Ja Morant qui était un négatif défensif, ses minutes ont été remplacées par Tyus Jones qui est toujours bien placé, qui est jamais battu on the spot par exemple, par Anthony Melton qui est hyper actif, qui joue pas mal de minutes aussi avec Kyle Anderson. Et du coup, on est devenu une des équipes qui a le plus de playmaking défensif, c'est-à-dire qui provoque énormément d'interceptions, de déflexions, et du coup qui nous permet aussi de l'autre côté du terrain d'avoir beaucoup plus de transitions. Et ça, t'as aussi le renouveau de Jaren Jackson Jr. qui en début de saison était calamiteux offensivement et défensivement et qui là est bon des deux côtés du terrain. Ouais, c'est clair, tu as évoqué beaucoup de points. On peut peut-être commencer par rebondir sur ce que disait notamment sur les deflections, enfin le côté défensif.
Je crois qu'on a une série d'affilée, on a fait une dizaine de matchs avec au moins 10 steals par match, ce qui est Ouais. aussi l'un des records. Et les mecs comme Melton, comme tu dis, c'est un playmaking défensif. C'est le mec, il anticipe toutes les trajectoires et il sait toujours lire un peu comment va être fait la passe. Et donc, en fait, on a un casting comme ça qui est assez dense là-dessus, notamment sur notre banc. Parce que tu as lui qui rentre, quand tu as Slomo qui rentre aussi, avec ses grands bras, etc., il sait bien lire aussi les trucs, donc ça fait beaucoup d'interceptions, de points rapides. Et donc, c'est aussi ça qui explique un peu le step-up de notre belle série. Tu as aussi évoqué le cas de Jaren Jackson, je pense qu'il faut qu'on s'attarde là-dessus, hein. Peut-être avec Lucas. Lucas, toi, tu as vu un petit peu les matchs de Jaren. Au début de saison, ce qu'on lui reprochait, c'est vraiment ce côté un peu timide. Il restait un petit peu derrière cette ligne à 3 points et il n'osait pas trop. Enfin, il n'était pas non plus trop servi en fait par ses partenaires. Là maintenant, Dia n'est pas là, mais il est libéré, donc il prend ses possessions, il va demander sous le panier, il part de derrière l'arc, pardon, pour driver avec agressivité vers le cercle. Enfin, il fait vraiment ce qu'on attendait de lui depuis sa saison rookie en fin de compte. Ouais, il y a certains matchs où c'est encore compliqué avec les fautes, c'est son péché mignon. Je pense que ton petit défi, ton petit Le challenge, compteur monte, ouais. il y a pas mal de kilomètres maintenant qui se sont accumulés, donc ça arrive encore de temps en temps. Mais je pense ce qui est le plus significatif avec cette période-là pour Jaren, c'est que il y a eu un petit débat entre certains d'entre nous où tu avais d'un côté ceux qui voulaient ah bah oui, il faut profiter que ce gars-là, quand il est en forme, il est élite à 3 points, faut profiter de lui derrière l'arc le plus possible. Et de l'autre côté, tu avais certaines personnes qui étaient en mode ouais, mais ce gars-là, avec le talent offensif qu'il a, il faut qu'il attaque le cercle, il faut qu'il aille au poste, etc. Et il y avait des partisans d'un certain équilibre. Et là, je pense, alors faut voir comment ça se prolonge avec le retour de Ja, hein, mais je pense que l'équilibre est beaucoup mieux maintenant et que petit à petit on arrive à adapter de mieux en mieux Jaren à notre attaque, et c'est une excellente nouvelle après les difficultés qu'on a vues non seulement au début de saison, mais aussi son retour l'année dernière où il n'était pas forcément à 100% physiquement. Il n'était pas en jeu, ouais. Pour le mieux. Ouais, c'est clair. C'est la balance qui est importante, en fait, comme tu dis, hein. Il est capable de shooter de loin, mais il sait faire beaucoup mieux que ça aussi. Et le fait de prendre des shoots dans la raquette, des shoots plus simples pour lui, parce qu'il domine, tu vois, il y a des longs bras, il a souvent l'avantage de taille, enfin, dans la longueur de bras pour aller driver vers le cercle. Ça lui permet voilà, d'avoir des points et sa moyenne, forcément, donc ses pourcentages augmentent, sa moyenne augmente, il est beaucoup plus efficace. Et si en plus, les soirs où il se met à rentrer dedans à 3 points aussi, bah, ça fait vraiment le joueur idéal, hein. C'est un peu la licorne, comme on le dit, parce que le joueur quasiment parfait, en tout cas ce qu'on attend dans son rôle. Il y a eu un bon axe de progression par rapport à ça sur la série de matchs qu'on a gagné, c'est-à-dire que ce qui se passe avec Jaren Jackson depuis du coup la petite série depuis une quinzaine de matchs, c'est que là où on le voyait beaucoup intervenir par exemple défensivement sur le second rideau, ben là il arrive à être bon sur du man-to-man defense face à des gars qui sont beaucoup plus costauds et plus grands grâce à son envergure, et par rapport, je pense que le fait qu'il ait pris un peu de muscle, il arrive un petit peu mieux à résister défensivement au contact, et il peut stopper par exemple des adversaires en contre un. Ça, c'est quelque chose qu'il faisait jamais. Il faisait toujours la faute où il allait arracher le bras en bas ou des choses comme ça. Et puis même sur le côté offensif, hein, on l'a vu, c'est un joueur qui a pas mal de mal à créer sa séparation depuis son dribble, puisque il a un geste qui part d'assez bas et il a pas un très très bon handle. Il lui faut énormément de place pour pouvoir se créer la séparation. Donc là, c'est driver agressivement grâce au spacing créé par les autres joueurs. Et ce qui se passe, c'est que il va prendre de la vitesse, et en prenant de la vitesse, il va pouvoir créer de la séparation en s'appuyant du coup sur le défenseur, en créant le contact avec le défenseur et en allant finir avec un angle préférentiel au cercle. Ouais, c'est clair, ouais. Grosse progression de Jaren, ouais. Cam, qu'est-ce que tu vas rajouter sur le cas de Triple J? Il est un peu plus nourri. Après, ce qui est frustrant avec cette équipe, mais ça, c'est pas un problème qu'on découvre maintenant. Enfin, encore, est-ce que c'est un problème? Je pense pas. On a un coach qui improvise beaucoup, qui a rarement des schémas tactiques établis et fiables, en fait. Si on compare, en fait, ça va faire 3 ans que Jenkins est à Memphis. Chaque année, il fait un peu le même coup. Il tente des line-up, il tente des schémas de jeu différents, il trouve la formule magique et après, il termine sa saison comme ça.
Donc en début d'année, bah, du coup, il a privé Triple G de ballon parce qu'on avait Adams qui est très bon en rollman. Et quand tu as un meneur qui met 28 points par match, bah, tu as moins besoin de filer la gonfle à ton ailier fort dans le corner. Donc non, au final, c'est pas plus mal qu'ils aient pu rééquilibrer un peu la balance en attaque. Parce qu'on l'a, comme Lucas et Tom l'ont dit juste avant, Gigi, il est hyper intéressant sur beaucoup de points. Son drive est encore à travailler, mais il a de bons axes, il est vif, il est rapide. Son jeu au poste, c'est efficace. À 3 points, c'est irrégulier, mais globalement, il est quand même plus proche des 35% que des 30. Donc, ça reste une valeur fiable sur un gros volume de shoot. Le joueur est en confiance, il fait moins de fautes, il se fait moins marcher dessus en défense. Donc, non, clairement, en fait, c'est une bonne série, mais c'est une série qui est logique, en fait. On a, comment dire, tu récupères un jeune joueur qui est enfin à 100% après une année un peu de galère, qui a progressé sur beaucoup de points. Il a pris du poids pour pouvoir justement affronter des postes 5, etc. Typiquement, le gros poster qu'il met sur Drummond il n'y a pas longtemps, il ne l'aurait pas pris il y a peu de temps. Parce que trop chétif, parce que peur du contact, etc. Donc, moi, c'est un signe encourageant. Je prends. Ouais, il y a pas mal de. Bah, il fait beaucoup plus de dunks comme ça. Il y en avait eu un aussi un peu quelques matchs avant, je sais plus c'est qui est-ce qu'il avait mangé. Mais on le voit beaucoup plus voilà, rentrer de loin et il bénéficie là-dessus des écrans d'Adams. Parce que ça, on voit souvent le dunk, mais ce qu'on regarde pas, c'est parfois le hors-champ. Et en fait, on voit que Adams, il bloque complètement Enfin, il empêche l'intervention du défenseur en faisant un Ouais, genre de box-out. Donc ça ouais, aussi, c'est clairement. à signaler, ouais. Mais clairement, ben, ça se voit par exemple sur tu vois, la finition de Desmond Bane cette saison, il fournit beaucoup plus au cercle. Mais en fait, Steven Adams fait énormément d'écrans en retard pour lui permettre d'avoir des lay-ups Mhm. easy, quoi. Où le mec, le défenseur ne peut même pas contester il est bloqué dans le dos d'Adams. Et puis, il y a un truc intéressant, c'est qu'on a le retour des fameux ILO avec ben, Kyle Anderson, hein. Kyle Anderson que les équipes ne défendent pas dans le corner et qui arrive à trouver quand par exemple Jaren Jackson a une position préférentielle qui s'intercale en fait au niveau du coude pour pouvoir servir dans l'axe Jaren Jackson pour avoir des paniers faciles, quoi. Ouais, exactement. Bah, c'est une action il y a eu récemment, hein, je l'ai vu, j'avais même tweeté là-dessus. C'était peu de temps après le retrait de Randolph, donc j'avais tweeté, ça faisait un peu des souvenirs entre Hilo, Ouais. qu'on aimait bien à l'époque, entre Zibo et Marco. Le même genre de système, ouais. Et pour enchaîner sur Adams, le fait c'est aussi que c'est qu'il y a un système qu'on voit énormément, il est tout simplement là, on va dire en tête de raquette, ligne de lancer franc, un peu plus haut. Euh, il a balle en main, ça cut un peu de tous les côtés, et t'as Bane qui vient le contourner en gros pour finir vers le panier. Et du coup, il se retrouve en fait seul sous le lay-up pour une superbe passe d'Adams qui n'a plus qu'à conclure. Ça, c'est un système qu'on voit beaucoup, et c'est une relation qui marche bien entre les deux, ouais. Parce que Desmond Bane, justement, c'est le moment d'en parler, je pense. Euh, Candidat MIP, même s'il y a beaucoup de concurrence autour, mais qu'importe, ce qu'on retient, c'est qu'il a progressé énormément depuis l'année dernière. Il fait beaucoup de bien dans notre jeu. Euh, c'est un shooter élite, on peut dire ça, non, déjà? C'est un shooter Oui, oui, élite. oui, pour ça. Après, il était déjà l'année dernière, mais globalement, cette année, il va taquiner les meilleurs shooters de la ligue, hein. Mm. Et ce qui est intéressant, Moi, c'est qu'il fait plus que ça. Vas-y, Tom, vas-y. enfin, élite, enfin, en fait, j'aurais du mal à dire qu'il est élite simplement par rapport à la diversité. C'est-à-dire qu'il va être bon sur du catch and shoot, il va être bon sur du spot-up, il va être plutôt bon off-screen, mais après, c'est pas un gros shooter en mouvement, tu vois. Il va toujours faire la feinte avec le flyby et après se resituer, mais c'est pas Il un aime mec bien qui ce va style-là, shooter ça aussi. en pleine vitesse dans l'axe ou quoi qu'il il a un petit peu progressé là-dessus, mais c'est pas si tu veux, il va pas dégainer n'importe comment et que ça. Tu vois, il a pas la versatilité par exemple Ah oui, oui, il aime bien comme avoir les Duncan appuis bien. Robinson ou des gars comme ça, quoi. Il aime bien avoir ses appuis bien ancrés, quoi, c'est ça que tu veux dire, ouais. Voilà, c'est ça. Ah, je regarde un peu ses stats. Ouais, il est à 41% cette année à 3 points, ouais. Sur 6 tentatives et demie par match, ce qui est assez quand même impressionnant, ouais. Et donc, ce que je disais avant que tu dises ça, c'est qu'aussi, euh, on se rappelle, hein, ses débuts en saison rookie, il prenait quasiment que des shoots. Enfin, c'est-à-dire que il était derrière la ligne à 3 points, on lui filait la balle, ça shootait en début de saison. Et plus ça évoluait, plus on le voyait faire de choses différentes, des choses plus intéressantes, notamment en étant porteur de balle. Cet été, il y a beaucoup travaillé là-dessus. Summer League, on en a déjà parlé pas mal. Il a été responsabilisé en tant que quasiment meneur de jeu dans cette Summer League. Et là, du coup, pendant cette absence de Ja Morant aussi, donc il a été plus responsabilisé forcément. Et il le fait très bien. Il est capable maintenant de finir vers le cercle, de créer aussi pour les partenaires. Donc il devient un joueur quasiment, enfin, il est beaucoup plus all-around que ce qu'on imaginait à son arrivée.
Après, bon, petit instant auto-promo, j'en avais écrit un article sur Basket justement sur son parcours chez TCU, chez les Bullfrogs. Magnifique nom. Non, après, au-delà de ça, en NCAA, il avait déjà ce rôle-là de premier arrière, premier meneur, comme tu le places comme tu veux, mais qui avait énormément de ballons et qui se faisait beaucoup circuler, même si ça ne se ressentait pas dans les stats. C'était pas un mec à 7-8 passes par match. Le gros avantage qu'il a surtout cette année, c'est qu'il a plus Grayson Allen qui lui mange ses minutes et qui est le chouchou du coach et qui va jouer dans les quatrièmes cartons et ouais, il lui mangeait du Merci. temps. C'est Comment dire? gagnant-gagnant parce qu'ils sont contents du côté de Milwaukee, Bah je crois ouais, aussi. Grayson Allen, il fait une pure saison côté Milwaukee. Non, c'est un très beau trade. Mais surtout, au-delà de ça, Bain, c'est l'arrière titulaire, c'est indiscutable. Malgré ce que certains diront, c'est un arrière et pas un ailier. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sa panne de jeu, elle est variée parce que, comme Tom l'a dit avant, même si sur le shoot, il a ses spots et il a du mal à en sortir, en attaque, il drive beaucoup plus parce qu'il a la place. Il a l'avantage de jouer dans un système de jeu où le seul qui ne shoot pas, c'est son pivot. En dehors de ça, il a 3 menaces extérieures. Il reste costaud, donc il peut défendre sur beaucoup de postes, il peut driver sur des adversaires qui sont plus lourds mais qui ont une envergure similaire. Il a un profil qui est très polyvalent. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'en plus, c'est un gym rat, c'est un joueur qui travaille énormément. C'est l'avantage de drafter des seconds tours, c'est qu'en général, tu draftes des mecs qui sont besogneux. Clairement, candidat MIP, on peut le dire, je pense. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de concurrence là-dessus, mais en tout cas, il sera peut-être dans les mentions. Et rien que ça, c'est quand même une super avancée pour lui, donc pour l'équipe aussi, parce qu'avoir un tel joueur dès sa deuxième année qui peut être responsabilisé et qui tourne à 16 points de moyenne, je crois, grosso modo, qui Ouais, a c'est d'ailleurs ça. step up aussi en l'absence de Ja Morant, donc non, c'est l'une des bonnes réussites de ce début de saison. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre comme bonne surprise? Qu'est-ce qui tourne bien à l'effectif cette année? Quack. Bah, son retour, Taïus. hein. Ouais, on peut parler de l'intérim de Taïs, ouais, clairement. Bon, je On se sais que rappelle. Cam n'aime pas ça, mais bon, l'assist turnover ratio, messieurs. Ah oui, bah, Il est trop fort, il est fort dans ce domaine, putain, ça on peut pas lui voler, quoi. il est propre, Alors, mais surtout il est plus agressif là, depuis qu'il a pris la main de l'équipe. ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent, du coup, donc l'assist to turnover ratio, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une stat en fait qui donne en gros, c'est le rapport entre le nombre de passes générées et le nombre de turnovers créés. Et en gros, en général, c'est ce qui donne le nombre de playmakers élite de la ligue. Donc, vous avez Chris Paul, vous avez PJ Dozier, normalement, qui est très bon aussi à Denver. Mais cette année, Montemoris. ouais, Montemoris aussi, mais cette année, le King, c'est Tyus. Et Ça fait c'est déjà deux comment dire? trois ans. Ouais, en plus, c'est l'impression visuelle match avec la stat. Il perd pas de ballon. Il est toujours dans les bons choix. C'est un excellent distributeur. Mais les gros plus qu'il a cette année, qu'il n'avait pas les années d'avant, qui fait qu'il était très frustrant, c'est que il hésite moins. Il hésite pas à prendre des shoots faciles là où les années d'avant il aurait préféré faire une passe et diluer la responsabilité. Il drive plus et il drive vraiment bien. Parce C'est qu'honnêtement, hein, je te coupe vite fait, mais ça tournait quasiment à la caricature parfois. Ce non, côté beaucoup trop propre au point de prendre des passes quasiment sans risque en fin de compte. Et ce qu'il fait plus maintenant, voilà, il fait vraiment des passes qui font avancer le jeu et qui permettent à l'équipe d'avancer aussi. Allez, complètement. je te laisse continuer. Avec une très bonne défense. Enfin non, clairement, c'est un gros cerveau. Ça se retrouve dans tous les compartiments du jeu. Et c'est pas simple pour ce genre de joueur-là de se remettre en question du jour au lendemain parce que, comment dire, ce style de jeu-là, il l'a toujours eu, il l'aura sûrement toujours. Mais clairement, là, le petit boost qu'il a avec son importance, ses 10 points, c'est quasiment 8 passes, etc., c'est vital. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il reste titulaire. Ouais, c'est clair, ouais. Gros intérim de sa part, ouais. Lucas, t'as un truc à ajouter? Parce que je vois qu'on a une demande aussi de Loxy, on peut peut-être accueillir un camarade. Eh ben, allez. On va voir ce qu'il peut nous raconter. Va-t-il nous parler de Kyle Anderson? Salut Loxy, est-ce que tu nous entends? Bonsoir à tous. Salut à toi, comment Pareil, ça vous. va? Bah ça va bien, ça va bien. Je vois que tu demandes pour intervenir. Qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter sur ce début de saison et notamment sur cette superbe série depuis 15 jours, là, 3 semaines? Je suis pas fan des Grizzlies, mais comme je suis de loin, grâce au Mike Conley, les potes Conley, à Tony Allen, tout le bordel, donc c'est un plaisir de voir que ça marche chez vous. Je vous pose une question, pas dans le positif, mais une interrogation par rapport à Brandon Clark. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il est blessé. Ah, c'est le genou. Mm. C'est dommage, hein, parce qu'en fait, pour rappeler un peu le contexte, il a fait une super saison rookie. Saison sophomore beaucoup moins bien. Il était quasiment sorti de la rotation. En playoff, il n'a pas joué. Enfin, il était en galère totale. Mais il a joué un match. Cette année, ouais, mais c'était un blowout
à la con sur une fin de match. Ouais. Et donc, du coup, sur ce début de saison, il revenait bien. Il faisait des bonnes choses. On retrouvait le gars agressif, capable de faire tout ce qu'on connaissait en saison rookie. Sauf que du coup, là, c'est le genou qui a lâché. On n'a pas trop de nouvelles, si ce n'est quoi là. Ça fait combien de temps qu'il est out? Ça fait. Je crois que c'est 3-4 matchs, hein. 3-4 matchs quand même. Ouais, Ah, c'est ça, exactement. plus que ça, non? Après, J'ai l'impression de ne pas l'avoir vu depuis un bail, moi. après, au-delà de la blessure, le gros souci qu'il y a, mais ça vient pas que du joueur, c'est la situation sur son poste, en fait. De base, au poste 4, t'as un jeune joueur qui va te manger 35 minutes par match chez Larry Jackson s'il fait pas 6 fautes. Mais au-delà de ça, en fait, ils sont 3 à se battre en fait pour le poste de remplaçant. Donc, tu as Slomo qui est très bon dans ce rôle-là de stretch fort, très bon défenseur, très bon passeur. Tu as Clark, très athlétique. Tu as Tillman qui fait un peu tout ça. Et tu as surtout Kylian Tilly qui, cette année, s'impose grâce à son shoot et une très bonne défense. Une très bonne défense et surtout une bonne vision du jeu, des très bons placements, une bonne justesse. Son hustle, il fait beaucoup le fait qu'il gagne 10 minutes. Ouais. Et encore une fois, sur un quart d'heure, c'est compliqué de caser tout le monde. Et c'est ce qui fait que c'est un des gros soucis de la rotation, c'est qu'actuellement, tu as Tillman qui joue de temps en temps, tu as Clark quand il n'est pas blessé qui joue, mais au final, tu n'as pas de remplaçant poste 4 titulaire. Le système fait que tu es forcé de jouer avec Adams ou avec GDG, mais globalement, c'est compliqué d'avoir tout le monde en même temps. Et c'est frustrant, mais ouais. D'accord. Et un trade est possible ou pas? Non, après, globalement, non, après, plus sérieusement, l'équipe, elle n'est pas dans une dynamique où elle a besoin de rajouter des assets ou de dilapider son avenir. À côté de ça, le gros inconnu dans l'histoire, c'est Slomo. Si Slomo, vraiment, le FO va dans la continuité de ce qu'il faisait les années d'avant, avec un trade à la deadline, si Slomo part, tu récupères potentiellement beaucoup de minutes à diluer, notamment pour Clark et Tillman. À voir. Est-ce que des équipes type Boston, etc., vont vouloir de Kyle Anderson. Mais après, il y a quand même aussi un scénario où Slomo termine l'année, tu vois comment ça se passe en playoff et tu discutes, quoi. Vous voulez me briser les cœurs, les gars, faire partir Slomo. Vous voulez me briser les cœurs. À chaque émission, vous voulez faire partir Slomo. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus, le mec? Le mec est hyper fort. Oui, on n'a rien à remettre en cause à son talent, justement. Il a une valeur marchande intéressante, quoi, c'est ça. Mais oui, mais attends, mais tout le monde cherche des ailiers qui peuvent défendre, shooter, dribbler, passer. Il fait tout ça. Après, nous, on va le transférer et finalement, on va essayer de recruter un mec qui peut potentiellement faire tout ça. Alors qu'on l'a déjà. Ça n'a pas de sens. Ou sinon, dans quelques années, on va dire oui, il faut mettre un vétéran. Il faut recruter un vétéran qui joue pas. Autant, on a déjà un vétéran qui joue. Pourquoi pas le garder? Et puis, pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, Loxy, Clark, en fait, il avait quand même gagné la bataille de backup. Ouais, il avait gagné la bataille de backup en début de saison. C'est depuis sa blessure qu'il a disparu, mais au début de saison, si vous vous souvenez bien, Kyle Anderson, il jouait beaucoup moins. Il a limite disparu de la rotation. Il était mauvais. Et Tilly ne jouait pas du tout. Donc c'était le premier intérieur qui sortait du banc, c'était lui. Et les minutes, il se battait un peu avec Zahir, en fait, pour avoir des minutes. Parce qu'en fait, c'est ça, parce que la présence de Zaire Williams, enfin de Slomo, ça fait quand tu fais jouer Slomo, tu peux pas faire jouer à la fois Zaire Williams, à la fois Tillman et à la fois Brandon Clark. Tu as des choix à faire, des sacrifices, et au début, c'est. Tillman, il jouait pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Clark, il revenait justement très bien. Il a fait des matchs, je vois, j'ai sous les yeux cette game log. Il a fait un match à 20 points, il tournait bien à 12, 14, 10, 16, avec quelques petits trous entre les deux, mais il y avait cette dynamique intéressante, comme on l'avait en saison rookie. C'est sa blessure, malheureusement, qui a un petit peu redistribué les cartes. Tillman s'est mis un petit peu à rejouer, du coup. Zaire Williams a été absent aussi parce qu'il a eu à la cheville, ça. Après, il s'est reblessé automatiquement après son retour, je crois. Donc, ça a ouvert des minutes en plus. Et donc, malheureusement, voilà, sa blessure, elle le tient. Donc, j'ai vu ça, c'est pas 4 matchs, c'est depuis quasiment le début décembre qu'il n'est pas là. Ça fait 8-9 matchs. Donc, ouais, on n'a pas trop d'informations sur sa blessure. J'espère que c'est pas trop grave. Quand c'est le genou, on s'inquiète toujours un petit peu. Mais non, on espère qu'il va revenir parce qu'il avait un rôle intéressant dans notre rotation. Après, ce qu'on peut rajouter, ça après, on n'est pas parole d'évangile, malheureusement, on n'est pas dans le bureau du FO, mais globalement, c'est un front office, quand ils ont des joueurs à trader, l'information circule assez vite parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut monter la cote des joueurs. Clark a toujours fait partie du projet. Je pense que s'ils avaient voulu le trader, il aurait tradé l'année dernière après une saison qui n'était pas ouf. Il a un profil qui est rare, mine de rien. On est entre PJ Tucker et Montrezl. Après, il y a encore quelques inconvénients dans son jeu, mais le joueur a encore une grosse cote. Et on en revient à ce qu'on disait. Le trader, c'est bien, mais le trader, pourquoi? Pour des seconds tours, bof. C'est à voir.
s'il est tradé, c'est que s'il y a vraiment une, une bonne opportunité sur le marché, en fait. Il ne veut pas être tradé juste dans le but de s'en débarrasser ou quoi que ce soit. Non, c'est une opportunité et dans laquelle il faut un peu lâcher un mec comme Brandon Clark ou des jeunes de talent. Bah, peut-être qu'ils vont se lancer là-dedans, mais en tout cas, s'en débarrasser, c'est pas une priorité, je pense. Je mets en situation, par exemple, t'as Houston se fait tout pour les Spurs. Est-ce qu'il faut trade de Clark, vous le faites? Ah non, non. Non. Pas pour ta viande. Oh, bah, Parce que c'est un bon joueur, Ty Young, mais après, il y a aussi une question de timeline. Hein. Tu cherches pas forcément à gagner tout de suite. Lui, il est sur la fin de il a quel âge maintenant? Il a la 32, trentaine 33, avancée. je crois. Ouais, c'est Ouais. ça. Le joueur est très bon, il couvre 3 postes, mais comment dire, c'est un joueur qui va intéresser des contenders parce que ces profils-là, tu sais ce que ça va donner sur 6 mois, mais après, sur 1 ou 2 ans, tu as rarement un visuel. Et encore une fois, on aurait le même souci, il va bouffer des minutes pour des jeunes, en fait. Comment dire, c'est pas parce que l'équipe actuellement est quatrième, en fait, qu'elle va viser l'avantage du playoff en fin de saison. Il faut pas oublier qu'à la base, ce projet, il est encore à sa seconde phase, on va dire, globalement. Et ça sert à rien, en fait, de dilapider ses ressources pour 6 mois de vétérans. Après, ça peut être Ouais, voilà. Tadian, comme ça peut être beaucoup d'autres. Hein. Mais voilà, globalement, Memphis, c'est plus une équipe qui s'affaiblit après la deadline plutôt qu'une équipe qui se renforce. Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'intérêt, en fait, et il y a trop de gap entre le top 3 de l'Ouest et le reste de sa conférence pour tenter des coups comme ça maintenant. J'arrive pas à te rajouter. On a perdu Thor, mais j'espère que j'arrive pas à le rajouter. Il va revenir. Non, mais il me fait la demande, mais tu vois, c'est quand j'accepte, ça se Il y a bug. des bugs de temps en temps sur ce space, ouais, c'est vrai. Je fais ce que je peux, Tom, je fais le maximum. Et du coup, pour rebondir quand même sur ce que tu disais, comment dire, tu dis qu'on est, on est quand même quatrième, donc peut-être que s'il y a des moves à faire, ça a pu être des moves comme lors des 2 premières saisons. Peut-être que maintenant, si ça bouge, ce sera vraiment pour essayer de faire un petit bond en avant plutôt que s'affaiblir. Est-ce qu'ils vont garder le même automatisme de lâcher un mec pour l'avenir tout le temps, dès la 3e année, alors que ça tourne bien pour l'instant? À voir. Après, encore une fois, bon, là, globalement, comment dire, c'est pas parce qu'on arrive sur la fin de la moitié de saison et que l'équipe est quatrième qu'on peut se projeter sur la fin de saison, parce que globalement, ça va aller très vite, surtout à l'Ouest, où si Los Angeles se reprend bien, ils vont commencer à gratter des matchs. Enfin, après, il y a plusieurs scénarios qui vont jouer comme ça. Mm. Mais globalement, je vois pas l'intérêt de remplacer un jeune qui a une bonne value et qui apporte beaucoup, beaucoup dans ton vestiaire par un vétéran qui, comment dire, Dieng, il est très bon, c'est un joueur de plancher. Par contre, son potentiel, il l'a atteint depuis longtemps. Et voilà. Est-ce que tu as envie Oui, oui. d'avoir un ailier fort à 6 points, 4 rebonds, 3 passes? Bah, tu l'as déjà, quoi. C'est Brandon Clark. Clairement pas pour ce genre de joueur, pas pour Tang Young, mais il y a des rumeurs, donc on a entendu il y a quelques semaines, 2-3 semaines aussi, que notamment les Pacers voulaient quasiment tout casser leur effectif et peut-être bouger des gros joueurs, comme il y a du Sabonis, il y a du Turner, un peu tout ça. Et ça en a parlé un petit peu récemment dans les conversations privées chez nous, le débat Sabonis, le débat Turner. Est-ce que pour un joueur comme ça pourrait peut-être tenter un move? Là, c'est compliqué à dire, parce que je pense que Sabonis, on en parlait. Le truc, c'est qu'en fait, si on veut chercher un Sabonis, c'est qu'on devrait se mettre beaucoup trop à poil en fin de compte. Tu dois lâcher beaucoup trop de pièces pour avoir un Sabonis. Et Il y limite, a ça, et il y a le souci que Sabonis, il est très bon. Hein. Globalement, c'est un des meilleurs éléments à son poste, etc. Mais il faut que tu lui files la balle. C'est pas juste un joueur qui va faire du pick and roll et qui va prendre des shoots dans le corner. Tu as besoin de lui filer la gonfle et bah, on c'est va ça, répondre au même souci. Si tu enlèves la balle de ton meneur et des autres, tu vois, il a ce souci-là, en fait, c'est une très bonne seconde, troisième option, mais il faut que ton système tourne autour de lui. Ouais, bah, justement, moi, sur le point Sabonis, personnellement, c'est pas un joueur sur lequel je mettrais des milliers et des cents parce que on a tradé Valanciunas il y a moins d'1 an. C'est pas après pour récupérer un autre intérieur pour jouer poste 5 qui présente un peu les mêmes problèmes en Après, pire. Sabonis, c'est quand même un Valanciunas plus, d'un point de Ah vue oui, talent. bien sûr. Ouais, mais après, on pourrait se dire que c'est un Jokic moins, quoi. Oui, mais on n'avait pas Jokic, on avait Valanciunas. C'est- Après, ce qu'il faut voir, surtout par rapport à cet effectif des Pacers, des bonnes affaires, il y en a. Mais globalement, en fait, récupérer, comment dire, le tarif d'un Sabonis, c'est quoi? C'est potentiellement du tour de draft, des jeunes. Est-ce que tu vas faire péter tout ton réservoir de pique et de potentiel pour un de ces joueurs-là? Je suis pas sûr. C'est pour ça que moi je suis pas chaud sur un. Moi j'adore beaucoup les intérieurs de son talent comme ça, très technique, pas forcément physique, mais c'est des genres de profils que j'adore.
mais je suis pas prêt à faire de trop gros sacrifices dans cet effectif, parce que le point fort de l'effectif, là, c'est sa densité, en fin de compte. On a une Complètement. équipe qui est très dense et tout, donc c'est ça qui marche bien. Et si tu dois niquer 2-3 pièces pour récupérer un joueur aussi fort, est-ce que ça en vaut la chandelle? Je suis pas certain. Surtout qu'après, en filigrane de tout ça, tu as quand même une free agency assez bonne qui arrive. Et tu as pas mal de gros poissons qui vont être disponibles et qui vont écouter quelques offres parce que, mine de rien, Memphis, c'est pas vendeur. C'est la ville du blues et du barbecue, mais c'est pas pour autant qu'ils vont signer des stars. Mais au-delà de ça, en fait, c'est le succès sportif qui amène surtout la popularité. Et on va citer quelques noms, hein. Globalement, le FO est à fond sur Michael Bridges depuis plusieurs mois. Il y a des noms comme ça de jeunes joueurs qui vont potentiellement passer un cap cette année et à qui tu peux mettre la blinde. Voilà. Donc, encore une fois, on en vient au point. Personnellement, je fais pas péter mon effectif pour un Sabonis ou un Turner, même s'ils sont très bons, sachant que tu peux potentiellement élever ton plancher différemment. Carrément, ouais, carrément. Même si Turner, du coup, le fit est peut-être plus évident et tu dois sacrifier moins de pièces. Donc c'est limite plus intéressant, mais ouais, ouais. Bref, moi je suis d'accord avec toi, hein. Pas trop de sacrifices, garder ce momentum. Ah, on a réussi à avoir Tom, c'est bon. Yep. Tom est de retour, let's go. Je recevais d'ailleurs, je me permets, des demandes d'autres personnes. Si vous voulez nous intervenir, il n'y a pas de souci, hein. N'hésitez pas à demander, je vais essayer de garder les yeux là-dessus pour vous accepter. Tom, tu as peut-être entendu, je sais pas si avec les bugs tu entendais un peu tout ce qui se passait, Non, si tu veux réagir là-dessus. ce que la dernière chose que j'avais entendue, c'était Thad Young. Ouais, on a un petit peu embrayé sur le côté d'un point de vue trade, donc Thad Young, on n'est pas prêt à forcément un trade pour un Thad Young, mais du côté des Pacers, il y a des rumeurs que ça voulait tout faire éclater, et donc il y a des rumeurs Sabonis, des rumeurs Turner. Est-ce qu'on pensait qu'il fallait se positionner là-dessus ou pas? Pour Grosso le modo, coup, je pense que Sabonis ferait un petit peu plus sens que Turner, même si le skill set entre guillemets de Turner est plus scalable à l'échelle de la ligue. Mais le skill set de Sabonis, il fait beaucoup plus sens. En fait, Sabonis, ce serait un Valanciunas vraiment amélioré, très amélioré en fait, en gros. ouais, Puisque la problématique qu'on a avec Valanciunas, notamment quand il est pas que Valanciunas, avec Adams, pardon, c'est qu'il a ouais. pas mal d'opportunités où, tu vois, il y a des petits flotteurs qui ratent complètement parce qu'il est tout seul. Les autres, ils sont obligés, les équipes adverses sont parfois obligées de faire du man-to-man pour pouvoir nous défendre. Et Adam se retrouve tout seul, en fait, à devoir jouer un face-up et à devoir être isolé sur un intérieur en face. Et il n'arrive pas à mettre le ballon dans le panier. Et là, tu vois que, Il a des grosses mains de maçon, c'est clair. voilà, c'est ça. Et en gros, Sabonis, typiquement, c'est un gars qui, dans ce rôle-là, par exemple, qui peut aller au cercle, qui peut dribbler et qui peut faire le rôle de hub. Après, la limite, en fait, d'avoir Sabonis, c'est qu'en playoff, tu es obligé par rapport à ton système défensif, tu peux pas te Ah bah, tu permettre prends cher, d'avoir hein. un axe 1-5, Sabonis, Ja, en fait, en playoff. Ouais, c'est clair, parce que voilà, ça prend beaucoup la sauce, hein. Mm. C'est certain, ouais. Et c'est pour ça que moi, j'étais peut-être limite, s'il y a un move à faire, c'est plus vers Turner que Sabonis, parce que Turner, il a moins besoin de la balle pour exister, il est capable de stretch à 3 points, c'est une superbe dissuasion défensive, donc si vraiment j'avais un move à faire, mais voilà, c'est pas ce qui va se passer, mais si j'avais à choisir entre les deux, même si je préfère Sabonis, pour le bien de l'équipe, je préférais plutôt m'orienter vers un Miles Turner. Après, Turner, les équipes ne le défendent pas, hein. Alors oui, théoriquement, il shoot à 3 points, mais quand Turner est au-delà de la ligne à 3 points, les équipes le laissent shooter, hein. Elles savent très bien que si il rate les 2 premiers, il va pas prendre les shoots après, tu vois. Hmm. Là où Sabonis, Ouais, les équipes le défendent comme un joueur dangereux. ouais, c'est clair. Ouais. Après, comparaison par rapport à un Steven Adams, ça sera toujours une Ouais, plus-value quand clairement. même. Clairement, il n'y a Ah pas ouais, photo. clairement. Il y a pas photo. Ouais. Hmm. Du coup, j'ai une nouvelle demande? On va voir un peu ce qu'on a de beau à nous dire. For Hoopers. Salut à toi. Salut les gars, ça va? Ça va bien, Oui, ça va, toi? ça Ça va, va. Ouais, top. merci de m'avoir fait monter. Pas de problème, vas-y, on t'écoute si t'as quelque chose à nous dire sur cette bonne Et parce série, qu'en là. fait, je viens d'arriver, tu vois, du coup, j'entendais que ça parlait des Pacers et tout. En plus, j'adore Sabonis. Vous parliez de quoi, Ouais. juste comme ça, je peux. Bon. En fait, on disait qu'il y a eu des rumeurs récemment sur le fait que les Exactement. Pacers étaient prêts à tout faire éclater Mhm. quasiment. Et donc, il y avait des joueurs disponibles sur le marché des transferts. Et donc, on se Votre disait un avis? peu si Memphis pouvait être intéressé par voilà, faire un move, tenter quelque chose sur l'un des joueurs. Et notamment, donc, les deux qui seraient les plus évidents, c'est Sabonis ou Turner, quoi. Bah, ou genre juste au Memphis ou genre.
Vous parlez de la meilleure équipe où pourrait aller Sabonis. Sabonis, comme c'est avec le BT, je pense pour le BT. Ouais, c'est vrai. Ouais, on est vraiment orienté Grizzlies. Ouais. Bah, franchement, je verrais entre Turner et Sabonis, je verrais plus un Sabonis. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que Sabonis. Ouais, comment? Vas-y, Non, vas-y. franchement, Sabonis. Je sais pas ce que vous avez dit juste avant, mais c'est un joueur, je trouve. Enfin, il est tellement complet, surtout au niveau rebond, ça pourra faire que du bien. Et je trouve que c'est un joueur, franchement, offensivement, il fait du bien, hein, sans mentir. C'est pas un joueur qui peut faire la différence. C'est un joueur qui peut faire la différence. Et voilà, hein, je trouve que c'est un très très bon joueur entre nous. Moi, je préfère Sabonis à Turner. Voilà, après, je sais pas ce que vous en Ouais. pensez, vous. Pour mes Vas-y, Lucas, si tu veux peut-être vous en pensez te quoi? jeter là-dessus, vas-y. Parce que vous connaissez peut-être un peu plus. Ouais. Lucas, t'es avec nous? Ouais, oui. Oui, offensivement, clairement, il fait du bien. Défensivement, il ne fait pas que du bien. Ouais. C'est quelque chose que Tom avait insinué, je crois, juste avant, mais pendant mon propre bug. Mais en gros, le très très gros problème de Sabonis, c'est que dans un système défensif, il est assez compliqué à intégrer parce que offensivement, c'est un poste 5, mais défensivement, à part si tu as envie de prendre 40 points dès qu'un Joel Embiid ou un Karl Anthony Towns se pointe en ville, tu peux pas le faire défendre en permanence sur des postes 5. Et c'est aussi là que le défi dans lequel repose d'intégrer un joueur comme Domantas Sabonis. Et c'est pour ça que même si on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt dans la ligue pour ce joueur, y compris selon certaines rumeurs, un intérêt des Grizzlies, ça reste un joueur avec un profil qui est quand même, à mon sens, très spécifique et qui demande vraiment des dispositions assez spéciales pour pouvoir être intégré et pour pouvoir exploiter à son plein potentiel. Parce que intégrer maintenant Sabonis dans un centre de départ des Grizzlies, je voudrais dire faire défendre Jared en permanence sur des postes 5. Ouais. Est-ce que tu es prêt à faire ça maintenant si c'était les Grizzlies? C'est une question qui mérite d'être posée. Hein. Mais personnellement, c'est pas un risque que je suis prêt à prendre, au moins à ce stade. Il aurait fallu voir la situation dans un an. À mon sens, dans un an, la question aurait peut-être une réponse différente, mais à ce stade, pour moi, Sabonis, c'est un joueur qui demande tellement pour pouvoir être intégré, pour pouvoir être exploité à son plein potentiel sans qu'il devienne une plaie pour ton équipe, malgré tout le talent qu'il a. Hein. Il a quoi, Ouais, c'est clair. Je vois ce que tu veux dire. c'est vrai que t'as raison. Que pour moi, ça voudrait dire que les Grizzlies devraient jouer en small ball, quoi. Bah, même pas forcément en small ball, ça voudrait dire que pas tu défends à 4 contre 5, mais pas loin, quoi. Ou alors faudrait, disons que si t'as une équipe avec un bon poste 5 et puis un poste 4 compétent, défensivement, tu souffres énormément. Mais Disons, en fait, tu vois, je vais rebondir là-dessus. On va reprendre le L'écho, les gars. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a un écho, mais on n'entend pas trop, là. Actuellement. Il y a Brogdon qui comble énormément les trous en défense qu'il y a entre le Vert et Sabonis. Mais le souci qu'il y a, c'est que, supposons que Sabonis arrive à Memphis, tant mieux. Moi j'adorais, un peu autant dire que j'achète son maillot dès le début. Mais le souci qu'il y a, c'est que tu défends comment quand dans ton sac majeur, tu as un meneur et un poste de 5 qui savent pas défendre et qui sont perdus après un écran. T'as beau avoir un bon ailier, un bon arrière et un bon poste 4. C'est trop compliqué. Déjà qu'on défend en drop toute l'année pour préserver notre meneur, c'est pas pour en plus devoir planquer un poste 4 que tu mets en 5 ou un 5 que tu mets en 4 comme vous voulez. Mais j'adore le joueur, mais pour moi, à l'instant T, je vois plus les risques que le bénéfice. Ok, en attaque, c'est cool, etc. Mais ouais, je trouve ça risqué comme geste. Yes. En tout cas, merci à toi pour la question. On va accueillir quelqu'un d'autre qui vient de nous faire une petite demande. Hop, je l'ajoute tout de suite. Merci à toi encore. Allô. Qui est l'heureux élu? Ouais. Bienvenue Salut à toi. les gars.
Moi, je vais plus parler par rapport à la défense parce que moi, justement, en fait, j'adore Ja Morant et j'ai Ouais. vraiment peur de son Comme retour, beaucoup. en fait. Parce que, on va pas se mentir, Vas-y. on n'attendait vraiment pas cette série. Quand on a vu, quand la blessure a été annoncée, moi, perso, je me suis dit qu'on allait tanker un petit peu. J'ai vu les résultats par la suite. Franchement, là, tout de suite maintenant, je me demande comment ça va se passer avec son retour et comment ça va reprendre tout simplement en fait, parce que Après, tu vois, par rapport à la question est très intéressante. En fait, il faut pas oublier que l'année d'avant, en fait, tu restes une bonne défense avec Ja Morant, en fait. Et l'année d'encore avant, t'es dans le top 10, t'es dans le top 5 défense avec un meneur qui est un très bon défense. La défense, c'est surtout une affaire collective, en fait. Mm. Et comment dire? C'est pour ça qu'on défend en drop, hein, c'est pour pouvoir le préserver. Et c'est un schéma qu'on a gardé, même si Taïus c'est très bon sur le point of attack, comme Tom l'a dit juste avant. Si tu as un seul mec à couvrir, ça va, ça se fait, surtout pour Ja. Le problème, en fait, c'est que il est vulnérable derrière les écrans, etc. Et il se fait un peu bully parce qu'il est encore un peu mince. Mais un joueur sur 5, ça le fait. Et il apporte tellement en attaque que, comment dire, les quelques rafales qu'il va se prendre dès qu'il y a un meneur ou un arrière un peu costaud, c'est pas dramatique, on va dire. ouais, non, Le non, souci, c'est sûr que c'est le mec qui est capable de rendre les coups, ça c'est sûr. Mais ouais, je sais pas, moi ça me fait vraiment peur. Lucas, il y a un écho chez toi. Je me dis que Vas-y. on n'a pas eu des stats défensives comme ça depuis le début de la saison. Et même, tu dis l'année dernière, par exemple, les stats défensives qu'on a là, si je dis pas de conneries, c'est un record depuis 1980 ou un truc comme ça, je crois. ouais, c'est Bah ça. là, en fait, Après, là, on est top 6 défense. Enfin, sur la onzaine de matchs qui vient de s'écouler, on est top 6 défense depuis 1980. Quoi. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'en fait, ta question est intéressante parce qu'en fait, ce qui va se passer, on peut le lire hein, sans trop spoiler, c'est que quand Ja Morant va revenir, on ne pourra pas garder ce rythme qui est indécent depuis 3 semaines. Là, donc c'est impossible. Ça va forcément avoir quelques défaites, quelques petits trucs voilà, un peu des petites rechutes. Et tout de suite, ça, il y aura les mecs qui vont commenter en mode vas-y, c'est notre retour de Ja Morant, c'est un plan en défense, du coup, ils reprennent la sauce. Mais ça, il faudra pas tenir compte de ça. Forcément, il y aura une petite rechute parce que là, on est en sur-régime, on Ouais. surjoue, mais on l'a vu, on est capable d'être une très bonne équipe avec Ja Morant. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu sur les séquences aussi de play-in, de fin de saison, de play-off. On va pas quand même se plaindre d'avoir un joueur qui était candidat à quasiment MVP pendant la première semaine, première quinzaine d'NBA. Et son retour, et voilà, c'est pour ça aussi que la franchise, elle prend le temps en fait. Il s'est blessé au genou, il était plus protocole Covid. On va pas se précipiter à le faire revenir, l'équipe tourne bien, continuer de taffer, et puis voilà, dès qu'il va y avoir une petite défaite par-ci par-là, hop, on va le faire rentrer dans le roster, donc tout va bien se passer quoi. Ouais, si je peux rajouter sur ça, sur la question de la défense, faut pas oublier qu'en début de saison, la défense, elle est pas extrêmement mauvaise, seulement à cause de Ja, elle est juste mauvaise parce que collectivement, on était Ah juste oui, pas. oui, oui. Jaren, comme l'a dit Tom avant, défensivement, c'était très compliqué. En début de saison, il y avait la plupart des matchs où s'il atteignait 20 minutes de jeu sans avoir déjà fait 4 fautes, c'était un miracle. Dylan Brooks était pas là et il a à peine eu le temps de prendre le rythme que ces blessures de Ja Morant est arrivé. Donc, faut pas oublier ces paramètres-là. Sur la deuxième partie de saison, excusez-moi. Donc, sur la deuxième partie de saison l'année dernière, Dylan Brooks, individuellement, en tant que défenseur extérieur, est assez exceptionnel, à des points que même moi, je n'attendais pas en tant que grand fan du joueur. Et avoir un gars comme ça, surtout au-delà de ses performances individuelles en défense, mais qui collectivement va inspirer ses coéquipiers avec son énergie, avec sa grinta. Avoir un gars qui manque comme ça dans une défense en début de saison, c'est un problème qui, à mon sens, je suis un peu biaisé en faveur de Dylan Brooks, hein, mais à mon sens, ça a été assez sous-estimé sur notre début de saison. Et après, faut le dire aussi, ce qui n'a pas aidé, c'est qu'il y a quelques matchs où on a affronté des équipes qui au moment où on les affronte, étaient relativement en état de grâce offensivement. Je pense notamment à Miami et surtout à Washington, qui était Et les dégueulasse. Wolves aussi. Qui était dégueulasse à 3 Putain, on a points. pris une branlée contre les Wolves. Ça. Qui était
Oui, contre les Wolves aussi, mais moi je pense particulièrement au match contre Washington qui m'avait particulièrement marqué Ouais, parce que ouais, ouais. ils expliquaient avant le match que Washington, ils arrivaient à peine à shooter à plus de 30% à 3 points. Là, sur ce match-là, quand ils étaient sur le terrain, j'avais l'impression d'avoir 5 Reggie Miller, donc bon, c'était un peu compliqué. Après, il y a autre chose qu'on, en fait, faut pas qu'on oublie que la série défensive, elle s'explique aussi par le fait que il y a pas mal d'adversaires qu'on affronte qui n'ont pas leurs meilleurs joueurs. Certes, nous, on n'a pas de Jamorant, mais il y a pas mal d'adversaires qu'on affronte qui n'ont pas leurs meilleurs joueurs et qui n'ont pas leur moteur offensif. Donc, du coup, leur attaque est déjà affaiblie, même si notre défense est meilleure, mais leur attaque est déjà affaiblie. Il faut aussi se dire qu'en termes de résultats, là, sur la série de victoires, les adversaires shootent à peu près 27% à 3 points. Donc, avant la série de victoires, les adversaires shootaient à 40% en tant qu'équipe. Et là, il shoot à 27%. Donc, ça te fait un gros swing qui va influencer grandement ton defensive rating, tout simplement parce que la part des shoots à 3 points aujourd'hui dans le jeu est telle que t'as beaucoup de variance en fait entre ton pourcentage, quoi. Et après, tu as autre chose, et c'est un truc dont on parle pas forcément. Zaire n'est plus dans la rotation. Zaire n'est plus dans la rotation, les Les gars. stats Donc, avancées, la ça lui défense, faisait très mal, ouais. donc la défense est meilleure. Pas de Zaire, il y a meilleure défense. Parce que les minutes de Zaire sont remplacées par Kyle Anderson, sont remplacées par, comment il s'appelle, Culver, qui est un bon défenseur, sont remplacées par d'Anthony Melton qui a plus de temps de jeu. Donc voilà, c'est ça. Hein. Quand tu mets un meilleur personnel défensif dans la rotation et tu as des joueurs qui sont des playmakers défensifs qui ont plus de minutes et qui remplacent des gars qui sont très mauvais défensivement et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe sur le terrain, ben tu vois directement le résultat. Ouais, c'est clair. Ouais. J'espère qu'on a répondu à ta question. Parce que d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Tom, au niveau du calendrier, c'est clair qu'on avait commencé très très fort. Hein. Pendant les 3 premières semaines, quasiment, on affrontait que des équipes en positif, pardon, ou des équipes candidates au playoff. Et là, ça a bien baissé, puisqu'on vient de jouer Sacramento sans Fox et compagnie. On a joué Portland sans McCollum. Philadelphie sans Embiid. On a joué Houston sans... Bon, Sans qu'importe. personne. Los Angeles. On les a joués sans Dort, on les a joués sans Shea. On a joué pas mal, on a eu pas mal de chance au niveau du calendrier quand même. On est dans un bon run, c'est clair, donc ça facilite aussi nos bons résultats. Donc, merci, les Lakers, merci on le avait Covid quand même. Merci quoi? Merci le Covid. Aussi. Ah, ouais, non, là, c'était des blessures, hein, c'était plus pas des le protocole. Ouais, c'est le vrai. protocole Covid, c'est plus récent, ouais. Ouais, mais parce que là, je suis désolé, je vais changer un petit peu de sujet, mais on a besoin d'une bulle. Là, il y a encore 3 matchs annulés ce soir, un demain encore. Ça prend un mauvais tournant, quoi. C'est clair que ça commence à monter en flèche, là. Bah là, je pense qu'ils attendent juste le Christmas Day et après. Je pense aussi. Après, le souci des protocoles, en fait, c'est comme le protocole que nous, on a en France ou ailleurs, en fait, c'est que tu as peu de joueurs positifs, mais vu qu'au moindre risque, tu es forcé d'isoler tout le monde, sauf si tu t'appelles LeBron James ou tu peux juste passer la journée à l'infirmerie. LeBron James ou Dylan Brooks, du coup. On a eu Dylan Brooks aussi. Faites vos comparaisons. Non, mais après, c'est sûr que globalement, que ce soit aux États-Unis ou à l'échelle du monde, ça repart de partout et il faut une coupure. Le souci, c'est qu'en NBA, Adam Argent, il aime bien l'argent. Et qu'au-delà de ça, en fait, les annonceurs, ils ont déjà perdu un fric monstre, en fait, avec les matchs décalés et annulés de l'année d'avant. Et je pense pas que tu puisses aller voir Bell eSport ou autre et leur dire, bon, les garçons, pendant 15 jours, on va faire des replays, quoi. Je pense pas. Mais après, c'est sûr que quand tu vois la gueule de certains matchs proposés, bon, après, tu me diras, Stéphane du Thunder, tu vois pas la différence, mais. Petit tacle au passage. Attends, on leur a mis 70 points. Il y a un moment, quand même. 73. D'ailleurs, je reviens juste dessus. On a une très bonne défense en partie parce que grâce à ce match-là, ça remonte le rating. Hein. Faut pas l'oublier que c'est une anomalie de l'espace. Moi, je pense que ça remonte sur le match. Si je dis pas de bêtises, ça va remonter le net rating de leurs 3 points en un seul match. Exactement. Et aussi, je pense, s'il faut mettre crédit des Grizzlies, c'est par rapport à cette situation de Covid, c'est que nous, on a eu la bonne idée d'avoir la majorité de joueurs qui chopent le Covid l'année dernière. Comme ça, c'est clair. peu de chance, ils ont moins de chances de le choper cette année. Donc, du coup, on est plus souvent au complet. Et donc, du coup, on gagne plus de matchs. Et oui, le front office, c'est malin. un coup d'avance partout. Mais ouais, pour revenir à cette problématique, c'est clair que c'est compliqué. Parce que si tu recommences à faire une coupure de, je sais pas, de 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, forcément, ça va se répertorier en fin de saison. Ils vont pas supprimer des matchs que, comme tu dis, hein, l'argent, ils ont besoin que ça se joue. Il y aura ces 82 matchs. Et le problème, c'est que du coup, si tu coupes, ça fait des calendriers en seconde partie de saison très chargés, comme on l'a vu l'année dernière,
C'est compliqué à mettre en place, donc je sais vraiment pas comment ils vont s'y prendre. Mais ouais, c'est mal engagé. Hein. Pour l'instant, c'est très compliqué. Ouais, donc on peut s'attendre à une bulle au pire juste pour les playoffs en fait. Je pense pas qu'il y aura de bulle. Non, Non, je on crois n'en pas. reviendra pas à ça, à la bulle. Je pense qu'il y a plus de chances que les joueurs qui sont les joueurs vaccinés avec le booster shot jouent, même en ayant le Covid, qu'il y ait de bulles, je pense. Ouais, Ils aiment vraiment l'argent. Hein. Ah oui, ouais. Ils ont déjà eu une Parce que si ça se trouve, il y a plein de gars qui jouaient déjà avec le Covid. Hein. En fait, parce que pour les joueurs vaccinés, la NBA testait uniquement les mecs qui avaient des symptômes. Donc, si tu étais asymptomatique avec le Covid et tu étais vacciné, bah, tu jouais normal, tu vois. Il me semble, je sais pas trop comment ça marche le protocole, mais ouais, là. Ouais, c'était ça. C'est ça. En gros, il y a que les joueurs vaccinés, il y a que les joueurs vaccinés n'avaient pas de test à fournir, des choses comme ça. Ils étaient contrôlés uniquement s'ils étaient symptomatiques, s'ils présentaient des symptômes. Ouais. Sauf que les mecs qui sont vaccinés et asymptomatiques, bah tu sais pas, et les mecs jouent normalement, quoi. Et du coup, là, ils ont renforcé le protocole en obligeant les tests. Et c'est pour ça qu'il y a autant de mecs qui sont, comme là, ils ont augmenté les contrôles sur les joueurs vaccinés. Bah, c'est pour ça qu'il y a autant de mecs qui bah, plus tu contrôles, bah, plus tu as les chances de trouver. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Ouais, et ça explique un peu toutes ces absences. Un peu, nous, on est épargnés pour l'instant. On a eu que Ja Morant qui vient d'en sortir. Il y a Zaire Williams qui vient justement d'en entrer. Donc pour l'instant, on est assez épargnés, mais ouais. C'est pas Zaire, tu aimes bien le pêcher, j'ai l'impression. Non, c'est un pari, mais aujourd'hui, il faut pas se leurrer. Zaire Williams, ce n'est pas un joueur positif dans l'équipe. Ah non, oui, c'était annoncé de toute manière. Ouais, c'était annoncé. Enfin, il est positif, et son temps de jeu n'est pas légitime. Exactement, mais après, voilà, c'est le développement, le processus de développement, on l'a toujours dit, ouais, c'est clair. On rappelle encore une fois qu'on ne juge pas un joueur sur son année de draft. Non. Ah, parce qu'après, offensivement, on va quand même en parler un petit peu. C'était pas si mal que ça. Dans son rôle, dans un corner, il mettait ses 3 points tranquillement, et puis il faisait des choses un peu plus diverses au fur et à mesure. Non, bon, ça prend du temps, quoi. Disons que c'est le profil de joueur qui profiterait à aller faire un tour seul, à vraiment jouer 35 minutes tout le temps et à pouvoir bosser sur des schémas établis. C'est, encore une fois, si tu dois avoir un ailier qui joue 10 minutes de temps en temps, autant le faire avec Konchar qui s'éclate dans ce rôle-là plutôt qu'avec un mec que tu as drafté et que tu as allé chercher, quoi. Ah oui, tiens, Konchar, j'ai une stat incroyable qui est dépassée pendant le dernier match, là. Je sais plus sur combien de matchs, quelle série de matchs. Mais il était sur une série il était à 70% en tir et 70% à 3 points sur depuis les 10 derniers matchs, comme ça. Oui, il devait être avant le match de Sacramento. 9 sur 12 ou un truc comme ça sur les derniers matchs. Ouais, on dirait comme ça, non, mais il est en feu à 3 points et puis c'est incroyable. Bon petit, alors je l'avais beaucoup critiqué en début de saison, il était pas bon en début de saison, puis après au fur et à mesure il y a eu des blessures, donc en fait le problème de Konchar, c'est que quand tu le fais jouer alors que tu es au complet, tu vois, t'as pas besoin. Et en fin de compte, dès que tu as des absents, bah lui il vient se cliquer là-dessus, et là c'est là qu'il est bon, donc en ce moment il a un bon run et on en profite. Ouais. Et en parlant de séries statistiques rigolotes dans ce genre-là, il n'y avait pas aussi Jaren qui a récemment terminé une série de, je crois, une quinzaine de matchs consécutifs avec 2 blocs. Ouais. Elle est plus en cours, la série ? Aussi de son réveil défensif, même si bon, être un bon contreur ne veut pas forcément dire être un bon défenseur. Hassan Whiteside, mais voilà. Oh, tu peux en citer beaucoup des mecs comme ça. Dédié Georgiana. Du coup, ouais, voilà, donc j'espère qu'on a répondu à ta question, mon ami. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre ? On a Loxy qui avait été éjecté, sans que je le vois. Yes, merci beaucoup en tout cas pour ça, parce que ça fait vraiment du bien d'avoir des gens qui savent parler de leur sujet, donc merci beaucoup. Ah bah merci à toi, c'est très gentil, merci à toi. Loxy, je t'ai rajouté, je sais pas si tu avais une nouvelle intervention à nous. C'est pour ça que j'ai demandé à revenir. J'ai entendu, moi j'arrête que le vert, moi j'avais une question à vous poser. C'est quoi ce rôle à Memphis ? Put-up shooter ou défenseur exclusif ? Très l'exception vivante. Il n'a pas vraiment un rôle en fait, hein. Il joue essentiellement les guards, mais... Non, c'est un contrat. En fait, c'est un contrat. En fait, la problématique en fait de Memphis, c'est qu'il y a la masse salariale. Il y a très peu de joueurs en fait qui ont des hauts salaires. Je crois le plus haut salaire de l'équipe, c'est Steven Adams. Je crois qu'il est à 17 millions à peu près. Ouais. Donc en fait, il y a très peu de hauts salaires. Et si tu veux aller chercher un joueur du tiers au-dessus, par exemple un joueur à 20 millions, tu vas devoir mettre
assembler entre guillemets les salaires de plusieurs joueurs. Et Jared Culver, vu que c'est un haut choix de draft, il a à peu près 8 millions de salaires. Donc si par exemple tu mets Jared Culver et Steven Adams, qui sont des joueurs qui sont pas forcément essentiels au projet, ça te fait déjà à peu près 23 millions et tu peux aller chercher peut-être un joueur à 25 en ajoutant des tours de draft. Mais je pense que sa présence dans le roster, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été coupé. C'est simplement parce que c'est lui qui a le plus gros salaire et du coup, c'est une trade d'exception humaine. J'avais pas vu ça sous cet angle, mais ouais, c'est clair que ça peut être un truc de front office carrément. Parce qu'après, ouais, pour son rôle, enfin, si on reste au sportif, voilà, c'est le mec qui joue les blowouts, il a fait quelques bonnes choses, notamment face aux Lakers, il a fait un bon match face aux Lakers. Ouais. Assez étonnant. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est le mec que tu fais rentrer dans le 4e quart-temps quand ça se passe bien, quoi. Super, merci de la réponse alors. Pas de problème. C'est un peu, en vrai, c'est un peu dommage pour lui parce que je pense pas que c'est un mauvais joueur et il a l'air de se plaire à Memphis. Après, notre rotation sur les postes 2-3 en fait est tellement profonde que même s'il performait de manière excellente, ce serait très difficile pour lui de gagner des minutes à Dillon ou à Desmond Bain ou à D'Anthony Melton. Donc, c'est cool là-dessus. De s'imposer dans cet environnement-là, mais ça reste un joueur qui est pas inintéressant. Ouais, c'est clair. Il y a eu des bonnes choses, mais après, dans l'ensemble, tu vois, on n'a pas eu assez d'échantillons pour pouvoir se permettre d'avoir un avis clair et réel sur lui, quoi. Même si, bon, il est passé par des choses compliquées du côté de Minnesota, ça a l'air de se refaire, parce que c'était des problèmes au niveau mental, je crois que il y avait des problèmes de confiance, etc. Donc, à ce que nous disait les Wolves, ça a l'air d'aller un peu mieux là-dessus, mais bon, voilà, il faudrait que... En fait, pour lui, sa chance, c'est qu'il y a plusieurs mecs qui se pètent du Covid ou des trucs comme ça pour qu'il ait un rôle à jouer 25 minutes et qu'il explose. Et c'est pas ce qu'on va souhaiter à l'équipe, quoi. Ok, donc du coup, on n'a plus d'intervenant pour l'instant, mais on a perdu Lucas, je vais le rajouter. Alors, on peut peut-être embrayer sur la fin, pour finir ce space. Le retour de Ja Morant est imminent, donc qu'est-ce qui va se passer à son retour? Qu'est-ce que vous imaginez? Quand est-ce que vous imaginez un retour? Le prochain match, je pense, non? Après les heures, peut-être. Logiquement, vu la dynamique, tu essaies de le faire revenir, mais après, tu le fais jouer 15-20 minutes, tu reviens progressivement. C'est impossible, ça. Je pense c'est impossible, ça. Non. Si Ja revient, c'est qu'il va revenir à 100%. Il va pas revenir pour un quart d'heure. Ouais. Il a la fin, là. Il a la dalle, hein, franchement. C'est clair, ouais. Après, il a des choses, tu vois, il vise le All-Star Game, il vise peut-être potentiellement une NBA qui lui permettrait d'être éligible à la Designated Player Extension. Donc, je pense que ça va être dur de le freiner, hein, déjà. Puis ouais, c'est un mec, voilà, le mec, s'il est déclaré disponible et capable de jouer, ça va pas être pour y aller à moitié, quoi. Il va pas y aller pour 15 minutes, quoi. Et il est en contrat jusqu'à quand? Là, il faut le re-signer prochainement. Il touche Pactol cet été. C'est ça. Mais qui commencera dans 2 ans. Ouais. Exactement. C'est ce que Boston avait fait avec Tatum, si je me souviens bien, notamment. Oh, mais là, on va lâcher le gros chèque. Après, faut voir. Ouais, c'est ça. Après, faut voir est-ce qu'il négocie pour avoir une option à la 4e année ou s'il prend 5 ans sans option. Ouais. Parce que Tatum et Donovan Mitchell, ils ont signé un 4+1, c'est-à-dire qu'ils ont 4 années garanties avec une player option à la fin, après la 4e année. Donc, du coup, ça met la pression sur le front office à partir de la 3e année, puisque potentiellement, dans la 4e année, il est en dernière année de contrat et il peut prendre son option et partir. Alors que, par exemple, quand tu regardes, par exemple, un gars comme Devin Booker ou Towns, ils ont 5 ans, donc quoi qu'il arrive, ils sont sous contrat avec leur équipe pour 5 ans après la signature de leur contrat. Et sans être médisant envers Memphis, vous ne le voyez pas partir? Non. Il y a des choses qui partent. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui partent après son 3e contrat. Écoute, Memphis, quand tu regardes, il y a pas d'agent libre qui s'est venu là-bas. Hein. Quand tu regardes les derniers free agents qui ont signé à Memphis pour plus de la mid-level, c'est Chandler Parsons et Darko Milicic. C'est tout. Après, la question, c'est est-ce qu'il risque de partir? Oui, il y a toujours cette chance-là. Tu vois, actuellement, si tu es fan de Boston, tu te demandes si Brown ou Tatum, ça va rester. La question, c'est pourquoi il partirait. Si sportivement, ça se passe bien, la ville l'adore, il y est très bien, l'équipe est cool autour de lui.
Forcément, si t'as des gros contenders qui l'appellent, mais après, il y a toujours le souci, c'est que s'il veut avoir ses 140 millions, ce sera quand même fils. Ouais, parce que, enfin, ce que j'allais dire, en Ah, fait, c'est le truc, plus que ça. Hein. Ouais, c'est plus que ça, ouais. il Ouais, peut ouais. pas. Ah, C'est combien? 170, là. C'est ça, Ouais. exactement. Surtout s'il fait le All-Star Game, ça monte un peu. Il y a les primes aussi là-dessus. Enfin, il Bah, de coche toute les façon, cases. Ouais, enfin, c'est si le NBA, tu vois, il est éligible à pouvoir choper, par exemple, sur la première année, au lieu d'être à 25% du cap, c'est avoir sa première annuité à 30% du cap. Donc, Ouais. on n'a pas encore le chiffre du cap, mais en estimé, ce serait, par exemple, 30% la première année et plus 8% d'augmentation chaque année. Ouais. Donc il y a de l'enjeu, quoi. Ouais. Mais ce sera un contrat mérité, quoi qu'il en soit, là-dessus. On Oui. hésitait beaucoup, hein, on parlait beaucoup de ça là-dessus pour Jaren cet été, notamment. On hésitait à. Moi, enfin, j'étais pas partisan à mettre un full max pour un mec qui était aussi bon soit-il, qui présentait quand même beaucoup de points d'interrogation. Mhm. Le contrat qui a été signé, ça m'a beaucoup satisfait. Hein, ce qui a signé, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est. Ouais, c'est 100 millions en dégressif. Ouais, en plus, c'est dégressif. Donc, non, C'est c'était 4 vraiment sur 100 en dégressif, ouais. un super contrat trouvé par le front office. Ouais. Mais là-dessus, par contre, Jam Brown, c'est un no-brainer. Hein, c'est max, et puis on n'en parle plus. De toute façon, en fait, toute la masse salariale a été calculée pour que tu puisses le re-signer à fond. Comme on l'a dit, t'as que Steven Adams qui coûte un peu cher et encore, c'est très abordable parce que c'est. Autour, c'est que du jeune qui est verrouillé sur plusieurs années. Donc, globalement, à minuit une, il a signé son contrat et voilà quoi. Il y a aucun débat. C'est clair, ouais. Non, tout a été bien fait, et puis je sais pas, le travail est sain, donc et puis après, forcément, il a des possibilités de partir. Donc, du coup, la franchise met tout en œuvre pour que ça se passe bien. Euh, L'esprit d'équipe, tu vois, si on est un roster jeune où tout le monde est soudé, il y a une bonne ambiance, les résultats sont là beaucoup plus tôt qu'attendu. Ja est chouchouté, il est choyé, donc il est dans un bon. Non, en plus, il est bien adapté à la culture de Memphis. Il y a eu sa pub récemment qui a été faite avec c'est Nike, je crois. Ouais. Et il y a beaucoup d'éléments qui reprennent l'identité de Memphis dans cette publicité aussi. Donc voilà, le mec, il est content d'être ici. C'est un mec qui vient aussi d'une petite fac, donc qui est un petit peu habitué à ce côté, voilà, pas forcément les grands marchés, etc., Murray State. Donc non, ça colle bien pour l'instant. On espère que ce mariage va continuer comme ça. Et si l'équipe continue de progresser, qu'elle joue des tours de playoff, que ça grimpe comme ça, qu'il y a des petits agents libres, ce qu'on dit, hein, Memphis, c'est pas attirant. Mais est-ce que le fait d'avoir une équipe séduisante avec Ja Morant, un candidat MVP, ça peut attirer des mecs qui seraient pas venus en temps normal? Why not? Je dis pourquoi pas. Ouais. Moi, je pense sincèrement qu'on peut devenir une grosse équipe Après, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Mais je pense sincèrement que avec l'équipe de jeunes qu'on a, franchement, on est en train de bâtir quelque chose qui peut perdurer en fait. C'est ça, parce qu'en fait, tu as beaucoup de jeunes, donc forcément, tu as des mecs qui sont potentiellement là pendant plusieurs saisons chez nous. Donc, tu as un noyau dur qui peut rester assez longtemps. Ouais. Le seul truc qui a, que, tu vois, on va prendre des cas d'équipes qui n'ont pas réussi à passer ce cap-là, c'est Boston et Philadelphie très récemment. C'est à quel moment, en fait, tu te décides, en fait, à jouer le titre à fond et à te dire que potentiellement tes pièces, elles sont verrouillées ou qu'il faut tenter un dernier trade avant de bouger. Ça me rappelle un Je suis podcast pas, de je suis nos pas chers amis d'accord de sur Doc Boston. Hebdo. Ouais. Boston, Philadelphie, ils l'ont fait avec Butler, mais après, tu vois, globalement, là, ils se retrouvent un peu coincés avec un meneur qui ne veut plus jouer parce que ça fait 2 ans qu'il a des rumeurs de trade, etc. Mais Boston, après, tu vois, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont Boston, ils l'ont fait. Boston, ils ont fait 3 finales de conférence ils ont fait 4 finales de conférence en 5 ans. Je comprends bien. Mais En après, quatre. dans tout ça, ils ont toujours eu cette faiblesse-là au poste 5, qui est toujours le cas d'ailleurs. Mais globalement, là, l'effectif, il est moins bon que les années d'avant. Et Ouais. ils sont pas partis vers le haut, malheureusement. Oui. Ouais, Boston, ça aiderait s'ils draftaient bien. Hein. Parce que, bon, si t'enlèves Tatum, Jalen Brown et Robert Williams, ces 5 dernières années, c'est pas vraiment glorieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, donc du coup, pas d'autres questions. Est-ce qu'on a des auditeurs qui voudraient aussi intervenir? N'hésitez pas à demander, on peut vous faire venir à tout moment. On ne mange pas. On est tous sages. Sinon, après, globalement, on a fait un bon tour un petit peu de tout ce qui se passe depuis maintenant ce début de saison. Pas mal. J'allais dire qu'est-ce qui peut nous arrêter cette bonne dynamique, mais
À part le Covid, je sais pas trop pour l'instant. Et ne nous porte pas la poisse. J'ai mis un tweet. Un retour de CJ McCollum, ça peut nous arrêter, hein, parce que CJ McCollum, on connaît. Un apéro trash J'ai talk. vu un peu le côté. Le curse. Le côté aussi curse avec Portland, ce que j'avais dit. Hein. Portland, en mars 2020, on va chez eux. Ah, finalement, on arrive chez eux, le match est annulé parce que la saison est stoppée. Ouais. L'année dernière, janvier 2021, pareil, on retourne à Portland. Et en fin de compte, là, dans la foulée, beaucoup de cas positifs chez nous. On est mis en quarantaine pendant quasiment 15 jours, pas de match pendant Ouais. 15 jours. Et là, on joue Portland ce soir. Il commence à avoir des matchs annulés en tous les sens. Donc, il peut se passer n'importe quelle dinguerie d'ici ce soir. On verra bien. Alors, Après, là, tu vois, je regardais le schedule qu'on a là jusqu'au Nouvel An. C'est quand même assez tranquille, quoi. Tu as un gros test face à Golden State, mais en dehors de ça, globalement, c'est pas les Kings ou je sais plus quelle autre équipe on joue, mais Il y a globalement, OKC, on joue OKC mardi. on joue voilà. aussi, ouais. Ok, On si joue on OKC mardi, on joue Peut-on Portland, battre le OKC. record? On joue Portland, OKC, et après il y a les Warriors. Les Warriors, je crois, c'est le 23. Peut-être que C'est ce ça. serait, peut-être que Ja va revenir là, du coup, peut-être. Mm. Puisque limite, c'est un match en prime time, hein, puisqu'on joue pas à Noël. Les Warriors, c'est le 24. Et je pense pas qu'ils seront au complet, hein, franchement. Ah oui, parce que c'est vrai, eux aussi, ils ont des trucs. Ils ont des Ah, gros problèmes. Ils ont des hein, cas Covid aussi, ouais. Ouais, c'est clair, c'est un peu le bordel aussi Ah, chez eux. Hein. cette nuit contre les Raptors, ils ont joué. Ils avaient que des rookies. Hein. Enfin, je Après, force. il y avait Ouais, beaucoup de mise au ils ont repos. Hein. ils ont fait repartir les mecs à San Francisco et tout. Ouais, t'avais des mecs mis au repos. Curry n'a pas joué parce qu'il était au repos. Enfin, Damon Green, petit bobo, je crois. Repos de Green. Enfin, sur le papier, c'est ce qui a été dit en tout cas. Ouais, c'est ça, ouais. Iguodala, pareil. Ils ont fait une croix sur le match qu'ils ont joué là. Et ouais, le calendrier, ouais, il est un peu intéressant quand même pour les prochains matchs. Bah, c'est l'avantage quand t'as eu un début de calendrier aussi difficile, hein, parce qu'on s'est tapé des back-to-back avec des back-to-back Denver. On a déjà joué plusieurs fois les Lakers. On a déjà joué plusieurs fois les Clippers. Donc, enfin, quand même, on a joué Phoenix. On a Si charbonné. après qu'on va partir en road trip à l'est, ça va être plus compliqué. On enchaîne quand même les Suns, les Lakers et les Spurs, hein, avec les Nets ensuite. Ouais, Donc, ça va arriver tranquillement. C'est pas forcément un cadeau. Hein. Après, l'avantage qu'il y a, c'est que tu as quand même un petit gap qui se crée entre de la 4e et la 8e place. Il faut garder ce momentum-là, en fait. Il faut profiter du fait que les Clippers, que les deux équipes de LA ne sont pas au niveau et que entre les Nuggets et les Wolves, c'est irrégulier, voilà, on va dire. Si tu enlèves Jokic, pour Denver, c'est compliqué. Et les Wolves, c'est les Wolves, quoi. Du très bon comme du très mauvais. Bah tiens, j'ai une question. Qu'est-ce qui pourrait être l'objectif? Enfin, là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui pourrait être l'objectif pour la fin de saison? Parce que alors, moi, je me rappelle. 10e place. Ouais, ça, au début de saison, moi, ce que je disais, c'est qu'on allait avoir un bilan à l'équilibre. Et si tu avais des bonnes progressions internes, on pourrait viser un petit peu plus haut. Là, les progressions, elles y sont. Donc, on a un bilan beaucoup plus haut que ce que j'imaginais. 19-11, honnêtement, c'est inattendu. Et ouais, si on peut éviter ce fameux play-in, ça peut être un bel objectif, quoi. Je pensais pas dire ça, mais c'est totalement envisageable. Donc, Disons que si Denver ne récupère pas Jamal Murray, tu peux viser une 6e place facile. Jamal Murray, ça a pas l'air d'aller, hein, parce que genre, j'ai vu un tweet, je sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, où il fait I want to play so bad. Ça fait quasiment un an qu'il n'est pas là. Ce genre de tweet. Est-ce qu'on pourrait pas aussi viser notre première bannière de division? Ah bah oui, mais ça c'est l'objectif principal. Hein. Ce serait l'objectif principal. Le champion de division. Déjà qu'on l'a perdu, je crois c'est en 2015, on l'a perdu sur un match. Ouais. Avec la triple égalité à la fin, c'est pas ça, non? Non. Je crois qu'on le perd parce qu'on perd un match avant et du coup le Dallas a un meilleur bilan que nous. Ah, j'ai plus trop en tête, mais ouais, c'est possible. Ouais. Parce que là, le plus gros candidat, c'est Dallas. Dallas qui est en 14-14, donc il y a un petit trou qui s'est créé. Avec Doncic qui joue pas. Ouais, Doncic qui va manquer quelques matchs. Mais en fait, quand tu regardes bien, les équipes qui sont devant, c'est des équipes qui n'ont jamais de blessés. Hein. Les 3 équipes de devant, ok, elles sont super fortes. Les seules qui n'ont pas de blessés, en vrai. Hein. Parce que nous, on a déjà absent. Dallas, il y a Doncic qui rate pas mal de matchs. Denver, on sait ce qui se passe avec Porter et Jamal Murray. Les Clippers, Paul George, il joue pas beaucoup de matchs en ce moment. Non, il est blessé. Ouais. Il est blessé, Paul George aussi. Les Lakers, ils viennent perdre Daily. Enfin, tu vois, il y a plein de blessés en fait, quand tu regardes bien.
la meilleure équipe qui est en santé derrière nous, c'est quoi? C'est Minnesota. Il n'y a pas de blessés à Minnesota. Et Minnesota, ils sont quoi? Ils sont 10e. Edwards, Ils Ils sont sont neuf. Ah ouais, quasiment huitième, équilibre. Ouais, c'est clair. Ouais, pour l'instant, on croise les doigts, mais on s'en sort bien de ce point de vue-là. Ouais. Donc, quand t'as pas de blessés et que t'es pas bon, c'est que t'es vraiment pas bon. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de surprise. Et puis après, t'as Sacramento, blessure ou pas, bah voilà. Mais ce qui est incroyable avec ce fameux play-in, c'est que des équipes, ils sont en 12-18, voire même les Spurs à 11-17, ils sont à deux doigts du play-in. Quoi. Ils peuvent jouer les playoffs en étant aussi désastreux pour l'instant. C'est incroyable. Ok, bon, on a fait le tour. Ce soir, match à minuit, donc dans 45 minutes, si tout se passe bien, contre les Yes. Blazers. On se rappelle un peu, il y a une belle historique avec cette équipe. Hein. Le play-in en 2020, cette lutte, Nurkic qui nous met la race dans le play-in. Et puis, La fracture du plancher orbital de Mike Conley grâce à Par CJ le- McCollum. par le coude de McCollum. Non, et puis après, voilà, c'est en plus, ce qu'on aime bien dire, c'est que quand on joue Portland, c'est pas Lillard qu'on craint, c'est McCollum, parce que face à nous, il a tendance à mettre 35-40 points à chaque fois. Il sera pas là ce Eh soir. oui, on n'a plus Lillard- peur de Lillard depuis qu'on a Beno Udrih qui la défend. Incroyable référence. Son 25-8-8 ou je sais pas quoi qu'il met en. Ouais, un truc comme ça. Incroyable. Et Lillard qui reste quand même sur un match à 43 points, donc on va peut-être Ouais. se méfier ce soir. Hein. Il est un petit peu en chaleur. Tiens, on a une demande avant de quitter. Ah merde, elle est partie. Est-ce que tu veux revenir, camarade? J'ai pas eu le temps de voir qui t'étais. Romain, je crois. Je le vois plus dans le chat. Bah écoute, s'il revient, on l'invitera sans souci. Et ouais, donc on disait, et puis ouais, ce play-in aussi avec Carmelo Anthony, hein, qui nous Ah oui. défonce Ah dans oui. le corner droit Ouais. à 2 ou 3 reprises de suite. Non, c'est toujours des matchs sympas. On verra bien ce soir ce qu'il en est. T'as dit quoi, Lucas? J'ai dit 2-3, t'es sûr que c'était pas 10? Moi, j'avais l'impression que toutes les possessions, c'était free to the down pour le match. En tout cas, dans le Money Time, c'est lui qui nous avait assassiné avec le shoot de McCollum aussi. Ouais. McCollum, les grosses soirées de la Marcus Aldridge quand il se faisait pas défoncer par Zach Randolph. Ah oui, putain. Ouais. Cette époque-là, des blessures, c'était folle aussi. J'aimais bien cette équipe-là. Ouais. Eh ben écoute, notre auditeur ne revient plus. Tant pis pour lui. Bon, est-ce que vous avez des petits mots pour conclure, d'autres sujets évoqués rapidement avant qu'on se prépare pour le match de tout à l'heure? Live tweet cette nuit? Oh, évidemment, on sera toujours là. Hein. Minuit, c'est rare. On vient de se taper 2 matchs de suite à 4h du mat. C'est pas pour rater celui à minuit. Pas faux. Ah les gars, vous avez la foi. Hein. Moi, je suis pas là tout le temps. Bonjour, vous avez la foi. Hein. Moi, je suis team replay. Hein. Team oui. replay Toi, à t'es comment? 6h du mat. Ou double T'es team screen. replay en connaissant le score ou bien sans connaissant le score? Hein, Tom? T'es team replay en connaissant le score ou bien dans l'inconnu? Des fois, il y a le score qui s'affiche, mais moi, je regarde, qu'on gagne, qu'on perde, je regarde quand même pour voir Ouais. avec le score ou pas, tu vois. Les avancées, quoi. Très bien, très bien. Pas de mots pour conclure, du coup, les gars, pas de questions finales, quoi que ce soit. Ah oui, j'ai un petit truc. Ah, vas-y. Steven Adams. Les gars, Steven Adams. Ouais. Steven Adams ne perd aucun entre deux. J'ai Ah, l'impression il a un bon qu'on gagne. ratio. J'ai l'impression qu'on gagne tous les entre deux. Et en fait, j'ai été chercher la stat. Il gagne 84% des entre deux. Il y a vraiment une stat de. Il y a un mec qui fait une stat. Il y a une stat, je vais t'envoyer il y a une stat qui traque en fait le pourcentage d'entre deux gagnés. Et si tu veux, t'as lui qui est premier, t'as en deuxième, je crois que c'est Gobert. Je crois que c'est Gobert qui est deuxième. Seulement les tip-off ou bien c'est aussi les entre-deux genre Non, c'est tous les entre-deux. Tous les entre-deux. C'est un Miles Turner, par exemple. Miles Turner, c'est le joueur qui a disputé le deuxième plus grand total d'entre-deux. Je crois qu'il en a disputé 34. Il en a gagné que 12. Il y a des stats incroyables parfois en NBA quand même. C'est celui aussi la série de 5 matchs où on a mené du début à la fin sans. Ben voilà, oui, c'est important ça. C'est Pete qui disait ça dans un live. Tu commences à 2-0 quand t'as la balle. Ah ouais, c'est clair, ouais. En tout cas, tu m'auras appris quelque chose, Tom. Je sais que la stat avancée ne te trompe jamais, et puis carrément. Je vais t'envoyer le site qui fait ça. Le mec qui traque les entre-deux.
Ah, c'est fou, ouais. Ah, je regarderai Après, il y a ça des avec paris, il y a des paris là-dessus aussi, tu vois. Donc, les paris sur l'entre-deux, putain. Il y a des ouais, matchs. mais tu peux parier sur l'entre-deux, qui va gagner l'entre-deux. Ah oui, c'est pas en France, en tout cas peut-être sur les books étrangers. Ouais, mais sur les trucs, comment ça s'appelle? Orangel. MyBookie ou les trucs comme ça, les trucs américains, ou Vegas et tout. Tu peux Ouais. parier sur qui va gagner l'entre-deux. Et du coup, tu as des stats où tu as le pourcentage de réussite de l'entre-deux et tu as des cotes et tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mais tu peux donc, même parier sur les blessures sur ces sites-là. Donc, ah ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, tu me dis, il y a des mecs qui sont chez eux, ils mettent le match, ils voient le tip-off, 5 secondes après, ils disent c'est bon, le match est terminé, j'ai gagné mon truc, je me barre. Voilà, terminé. Ils sont... Soirée réussie. Incroyable. Ok, bon, on conclut là-dessus, sur cette petite stat incroyable. Merci les gars, c'était cool. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de space. Je pense que c'était pas mal. On est pas mal d'auditeurs qui sont intervenus, nous poser des questions, nous donner des choses intéressantes. Non, j'ai bien aimé, donc on essaiera de reprendre ça un peu plus fréquemment, je pense. Hammer, nail, coffin. This baby is over.